Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire sur le temps dans les écosystèmes coopératifs territoriaux, qui s'inscrit du coup dans la démarche des chantiers coopératifs. Donc c'est une démarche qui découle d'une étude d'action qui a été portée par le labo et le fonds de dotation Quai Voltaire pour travailler sur l'accompagnement et le financement des coopérations territoriales, notamment au service de la transition écologique juste. Euh, voilà, cette étude elle a permis d'amener un certain nombre de propositions et de contributions pour faire évoluer ces pratiques. Et dans le cadre des chantiers, on en a retenu 5 pour avancer en collectif, donc avec toutes les structures d'accompagnement et de financement et autres acteurs autour de cette thématique-là qui souhaitaient participer. Et donc, on a avancé sur 5 sujets. Donc, le premier sur la formation, le deuxième sur le financement, le troisième sur l'accompagnement et les outils d'accompagnement, le quatrième là sur l'écosystème territoriaux et le cinquième sur la valorisation et le plaidoyer en général. Et du coup, dans le cadre de chacun des chantiers, il y a eu des objectifs qui ont été formulés et des livrables qui sont apparus. Et dans le cadre du chantier 4, il y a 3 webinaires, dont celui-là dans lequel vous participez, qui ont été proposés. Donc le premier autour de la posture dans les écosystèmes territoriaux. Le deuxième, j'oublie mon thème. C'était sur la création, la capitalisation, documentation et création de commun. Merci Marie-Hélène. Sur l'ensemble de la transmission. Et du coup, le dernier aujourd'hui sur le temps long autour des écosystèmes coopératifs territoriaux. Le tout avec un fil rouge autour du prendre soin, qui était une notion qui est beaucoup revenue dans le cadre de ce chantier et qui nous a interrogés sur l'ensemble de ces webinaires. Vous pourrez retrouver tous les webinaires dans un guide et un outil qu'on va produire de valorisation de ces chantiers-là. Vous pouvez aussi me contacter si besoin, si vous avez besoin d'informations en plus. Et dernier point avant de passer la parole à Marie-Hélène qui va animer ce webinaire. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire à l'écrit et on les prendra à la fin du webinaire et on posera les questions directement aux intervenants sans forcément prise de parole pour gagner du temps parce qu'on a 1 heure et demie et on a 3 intervenants et intervenantes qui ont beaucoup de choses à dire et du coup on fera au mieux pour pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie aussi de couper vos micros pour éviter les interférences, on va dire. Et Marie-Hélène, je te passe la parole. Oui, merci Michael. Juste pour information technique, on a 3 intervenants et potentiellement un de nos 3 intervenants qui nous quittera un petit peu plus tôt pour prendre un train. Donc j'adapterai un petit peu la fin et s'il nous fait un au revoir rapide, c'est pas parce qu'il s'ennuie, mais bien parce qu'il a comment dire, il est obligé de partir, voilà. Marie-Hélène Pillot, je vais vous animer ce webinaire donc, sur le rapport au temps au sein des écosystèmes territoriaux, coopératifs territoriaux. Donc, on a 3 intervenants, 2 hommes, 1 femme. On a Noémie Mouret, qui est quasiment en train de terminer sa thèse autour des coopérations au sein de tiers-lieux et notamment au sein du PTCE NOLA pour Nord-Ouest de la Loire-Atlantique. Et c'est un PTCE qui agit sur 2 filières, réemploi, économie circulaire et alimentation agroécologie. Donc la thèse se termine bientôt, donc on a hâte d'avoir les résultats finaux, mais on aura quelques petites avant-premières en fin de webinaire. Et elle est aussi directrice de la structure Idéal, qui est une coopérative sociale et solidaire. On a Frédéric Sauvage, donc, qui lui est le directeur de l'ancien monastère de Sainte-Croix. Donc comme son nom l'indique, c'est un ancien monastère qui a été repris, on va dire un peu sauvé pour qu'il reste un monument local et de territoire. Et donc, ils ont aménagé tout un projet autour de la restauration et la valorisation du patrimoine bâti et ethnobotanique. Ils font de l'hébergement. Ils sont aussi engagés en faveur du développement durable et des producteurs locaux, pardon. Donc, avec une alimentation qui est faite par les producteurs sur un rayon de, je ne sais plus, quelques kilomètres autour du monastère. Et puis, ils ont notamment une boutique de ces producteurs locaux au sein du monastère. Et il y a tout un déploiement aussi de l'activité culturelle avec un festival qui s'appelle White Festival, si je ne me trompe pas. Voilà, et donc aussi engagé autour des enjeux de l'économie locale. Et puis notre troisième intervenant, c'est Frédéric Bosquet, donc du projet Terra, peut-être que vous le connaissez un peu plus. Terra pour tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Donc c'est un projet de développement territorial qui vise à créer un écosystème coopératif
pour relocaliser 80% de l'économie et de la production vitale par ses habitants, abaisser l'empreinte carbone, valoriser les produits, la production en monnaie locale, monnaie citoyenne locale, et puis travailler sur la mise en place d'un revenu d'autonomie au-dessus du seuil de pauvreté, bien évidemment, pour chacun de ses habitants. Voilà, donc merci à vous trois d'être avec nous. Je vérifie quand même à chaque fois que Frédéric Bosquet est là, parce que c'était plus sur la même page, et comme il y a au sein d'une gare pour prendre son train, il peut y avoir des petites coupures. Donc pour la première question, je vais vous demander à tous les trois, donc en commençant par Frédéric, puis Noémie, Frédéric Sauvage, Noémie et Frédéric Bosquet, si vous voulez bien donc nous présenter assez rapidement chacun de vos projets, donc en quelques minutes, et en nous expliquant où se situe le projet. Donc au-delà du département, plutôt est-ce que c'est un projet qui se situe en zone rurale, en zone urbaine, quelle est l'échelle de ce projet, quartier, commune, communauté de communes ou plus grand, et puis les enjeux qui sont les enjeux thématiques en fait qui sont relevés. Est-ce que c'est plutôt que tourner autour de l'économie? Est-ce que c'est un multi-thématique? Et la dernière question dans cette première question, est-ce que vous êtes connecté à des échelles, des projets ou des structures qui ont une échelle plutôt supérieure, comme régionale ou nationale, ou même pourquoi pas européenne? Voilà, donc je repose la question. Du coup, je donne la parole en premier donc à Frédéric Sauvage. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc moi, comme l'a dit Marie-Hélène, donc je suis le directeur gestionnaire de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif Nouveau Monastère. C'est un ancien monastère, mais la SIC s'appelle Nouveau Monastère. Et donc nous, on est basé dans la vallée de la Drôme, à 50 km à l'est de Valence, en zone rurale, donc à côté de Die, le pays de la Clairette, voilà, au cœur de la Biovallée. On est sur un ancien monastère du XIIe siècle, comme l'a dit Marie-Hélène, un centre international d'accueil. Donc le mot international, il prend son sens notamment dans l'accueil de public que l'on a, de stages, de séminaires et de formations que l'on peut accueillir. Et donc on accueille en hébergement demi-pension, pension complète, et ce qui veut dire des repas, et donc un lien au territoire avec une fabrication d'à peu près 12 000 repas par an. Et donc, on est vraiment en zone rurale, sur un village sans âme, avec une petite école publique dans ce village, mais on est quand même relié sur une grosse dynamique de territoire, vu qu'on se dit outil de territoire, à disposition du territoire, donc au niveau du Diois et plus largement sur la vallée de la Drôme. Et quoi dire d'autre? On est rattaché, on a des dynamiques plutôt, on va dire, régionales entre Drôme-Ardèche sur les filières coopératives d'hébergement, notamment, et sur le comité. Moi, je fais partie du comité territorial de l'URSCOP. Donc là, c'est sur plutôt la région Rhône-Alpes, on va dire, mais axé sur le pôle Drôme-Ardèche, et notamment on travaille sur toutes les questions de commun, les questions de faire ensemble, les questions de participatif. Voilà. Je suis aussi investi beaucoup sur la filière alimentation et hébergement touristique coopératif, donc vraiment avec cette approche coopérative. Donc on a beaucoup d'actions menées au niveau des SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, sur la vallée. On a la chance d'en avoir un certain nombre sur la vallée de la Drôme. Donc voilà, entre de l'alimentation, de l'hébergement, des Fab Labs, voilà, il y a toutes sortes. Et du coup, on réfléchit souvent ensemble, on se retrouve ensemble pour travailler sur des thématiques de commun, voilà, qui peuvent nous réunir et nous faire avancer dans nos réflexions. Une filière hébergement aussi au niveau de la Rhône-Alpes sur les 19 structures. Ça va des amanins de terre vivante, voilà, des structures comme ça, la machine, l'Alter Hôtel à Lyon, en milieu urbain, en milieu rural. Donc pour voir aussi les problématiques et avancer ensemble sur, pourquoi pas, des écrits, des récits. Voilà. Et plus largement, là, si on prend un peu plus de hauteur, au niveau de la SIC, moi, je suis beaucoup investi aussi sur un projet européen qui s'appelle COP-Route, qu'on a relancé notamment avec Ardelaine. Voilà, c'est des amis proches qui sont en Ardèche, et on travaille donc sur les routes européennes de la coopération, avec notamment depuis 6 ans des voyages sur différents pays, des voyages apprenants sur les pratiques
et les pratiques coopératives, que ce soit en Italie, Espagne, Allemagne, Belgique. Et voilà, et là, on est sur un projet avec les licornes notamment, un projet Erasmus+, sur peut-être une école de la coopération, enfin des projets comme ça qui émergent, et pourquoi pas une route de la coopération en France. Voilà. Je pense avoir fait un peu le tour. Merci à toi, Frédéric. Du coup, je vais passer la parole à Noémie. Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Noémie Mouret, je co-dirige une structure qui s'appelle la Coopérative Idéale pour Initiative, Développement économique, animation locale. C'est une coopérative qui mutualise des services, notamment donc dans le nord-ouest de la Loire-Atlantique. On est dans le village de Praquio, en zone bien rurale, entre Nantes et Saint-Nazaire. C'est une coopérative qui existe depuis 1994. Qui a été cofondée pour répondre à deux besoins, celui notamment d'associations d'insertion par l'activité économique, de pouvoir développer leurs fonctions support et mutualiser leurs fonctions support, donc gestion administrative et financière, location de matériel, transport, etc. Et puis la volonté de mobiliser de l'épargne solidaire aussi sur le territoire en question, donc ce territoire rural un peu, donc on est à côté d'un parc naturel qui s'appelle le parc naturel régional de Brière. Donc on est près de Guérande, des Marais, tout ça. Donc il y avait une question d'épargne citoyenne, de préservation de certains patrimoines qui ont mobilisé donc des sociétaires au milieu des années 90. Aujourd'hui, la coopérative, c'est 160 sociétaires, 26 utilisateurs de services, donc des personnes morales qui sont certes des associations d'insertion, mais aussi d'autres structures de l'économie sociale et solidaire qui ont besoin de services de proximité dont ils ont la maîtrise. Donc, la coopérative est un outil pertinent pour eux pour développer ces services-là. Donc sur le territoire, comme je disais, moi je parle du nord-ouest Loire-Atlantique. La coopérative, elle est au cœur d'un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. Les PTCE, c'est une dynamique de coopération qui est reconnue par l'article 9 de la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014. Elle reconnaît en fait une dynamique continue de coopération entre acteurs diversifiés au service du développement de leur territoire. La coopérative, elle a ce rôle d'héberger la gouvernance du pôle et de l'animer de l'intérieur, c'est-à-dire de porter le poste notamment d'animation du pôle de coopération, qui s'appelle donc NOLA, puisque les acteurs qui s'insèrent dans cette dynamique sont répartis sur le nord-ouest de la Loire-Atlantique. Ce qui nous amène à ma deuxième casquette, qui est celle de la recherche. Donc, je suis en train effectivement de terminer mon doctorat sur la question de la pérennisation, des conditions de la pérennisation de la coopération dans le cadre de ce pôle. Donc, je me suis vraiment intéressée à qu'est-ce qui a fait que depuis les années 90, des structures arrivent à monter des projets en coopération. Elles prennent parfois la forme d'un PTCE, d'un tiers-lieu. Elles prennent parfois des formes de projets et n'attendent pas d'être ni reconnues par l'extérieur, ni labellisées pour se faire. Et donc, ma question, c'était de me demander qu'est-ce qui avait fait qu'ils avaient pu traverser le temps et à quelles conditions. Voilà. Pour nous, donc là, on est sur cette échelle-là concernant nos activités, mais on est aussi très impliqué au niveau régional et au niveau national, notamment. Par exemple, moi, je suis administratrice de la CRES des Pays de Loire, donc la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire des Pays de Loire. On est très investi au niveau des réseaux nationaux, notamment au niveau de Chantier École et Coras, donc les réseaux de l'insertion par l'activité économique avec lesquels on garde des liens très forts. Et puis, les réseaux régionaux et nationaux consacrés au pôle territorial de coopération économique. C'est un peu dans ce cadre-là aussi qu'on a participé à toute l'étude qui est menée là avec Quai Voltaire au labo de l'ESS. Mais le labo de l'ESS, l'un des cofondateurs du PTCE en est membre depuis très très longtemps. Et donc, ce qui nous amène à faire partie de ce qu'on appelle la cellule régionale d'animation des PTCE au niveau des Pays de Loire et aussi de la cellule nationale d'animation des PTCE au niveau national. Voilà, donc c'est
un fait, enfin, c'est la trajectoire de la structure et de ses fondateurs qui ont fait ça, mais qui permettent effectivement de donner écho et de participer à ces dynamiques à différentes échelles nous concernant. Voilà. Merci beaucoup. Je vais donner du coup la parole à Frédéric Bosquet sur le projet Terra. Oui, bonjour à tous. Je suis à l'initiative d'un projet qui s'appelle Terra, tous ensemble vers en une autonomie. Il est né en 2013. Notre rôle, c'est de connecter les citadins et les grandes villes qui veulent quitter ces grandes villes pour vivre, entreprendre, investir en milieu rural. Et puis les 13 907 communes, je crois, aujourd'hui, qui sont en zone rurale à revitaliser, qui sont en train de mourir alors qu'elles pourraient accueillir ces citadins et redévelopper l'économie locale dans ces territoires ruraux. Donc, on s'est installé en 2013 dans une petite commune de 280 habitants qui s'appelle Masquer. On s'est étendu ensuite à Tournon d'Agenais, une petite commune de 700 habitants qui est juste à côté. Donc, sur Masquer, il y a une petite ferme en permaculture polyactivité, de laquelle on produit du pain, du maraîchage, des produits transformés, des repas, et puis on accueille entre 300 et 400 personnes par an qui viennent visiter notre écosystème. Sur Tournon d'Agenais, il y a une petite épicerie producteur avec une quarantaine de producteurs et puis une brasserie locale. Et c'est là où on a le siège de l'écosystème coopératif territorial qu'on développe. On a ensuite un partenariat avec une autre petite commune qui s'appelle la Capelle-Cabanac, dans laquelle on a construit une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Énergie du Plateau, qui produit de l'énergie locale à partir de panneaux photovoltaïques pour une centaine de foyers. Et puis, on a acheté en 2020 un terrain de 4 hectares à Trintel. Donc, c'est une commune de 700 habitants au bord du Lot, toujours dans une zone rurale revitalisée, dans laquelle on est en train d'implémenter, après une dizaine d'années d'expérimentation, le premier quartier rural en transition autonome, avec cet objectif d'y développer des activités de revitalisation, donc production d'alimentation saine, énergie renouvelable, éco-construction. On est en train de construire un centre d'éco-construction qui va permettre de construire le quartier rural, puisqu'on veut se servir de l'investissement qu'on relocalise sur le territoire pour développer en fait des activités au service des habitants, des entreprises locales et des collectivités territoriales. Et puis, avec ce centre d'éco-construction, l'objectif, c'est de construire de nouveaux quartiers ruraux dans cette petite commune rurale, avec un modèle économique et financier un peu particulier, puisque l'objectif à terme, c'est qu'ils permettent de créer ce qu'on appelle nous des revenus d'autonomie, c'est-à-dire des revenus de base inconditionnels à monnaie citoyenne locale, contre-garantis par cette production relocalisée durable. Donc, on n'en est pas là pour l'instant, puisqu'il faut d'abord recréer tout l'appareil de production qui a été détruit par l'industrialisation dans ces petites communes. Et donc, on travaille en partenariat avec les communes, avec le département, la région, l'Europe. Et puis, depuis maintenant presque 4 ans, on a créé une société coopérative d'intérêt, 2 ans, pardon, on a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Quartier Rural de Lustrac, dans lequel est intégrée la commune de Trintel. Et ensemble, en fait, on porte ce projet de construction de ce premier quartier rural pilote à Lustrac avec le lancement du centre de formation qui a déjà lancé une première formation avec une douzaine de stagiaires en éco-construction pour construire le centre de formation humain et qui démarrera ses premières formations en septembre 2025. Voilà, on a été labellisé, on a une association qui s'appelle Terra, donc qui est labellisée PTCE depuis octobre de l'année dernière, avec cet objectif d'étendre au territoire qu'on a compris, ou en tout cas commencé à travailler avec les 6 structures de l'écosystème actuel. Voilà, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Oui, peut-être, merci. La dernière question qui était les connexions avec les dispositifs qui seraient plutôt à des échelles régionales ou nationales ou européennes. Alors, nous, notre action, elle est clairement limitée, j'entends en termes de production, à une zone rurale à revitaliser d'une trentaine de kilomètres autour de Tournon d'Agenais, puisque notre objectif, c'est vraiment relocaliser l'épargne et avec cette épargne, développer une activité de production vraiment très orientée vers les habitants, alimentation saine, énergie renouvelable, eau potable, recyclage des déchets, construction de bâtiments
durable à usage d'habitation ou professionnel, avec vraiment cette idée de produire pour les gens qui habitent les territoires. Et à l'intérieur de la CIC, on va développer une activité de formation pour former d'autres acteurs locaux à créer des quartiers ruraux en transition dans les petites communes rurales et en zones rurales revitalisées. Donc l'action, elle est vraiment locale. Et puis par contre, on a un réseau de partenaires, d'investisseurs, de soutien qui est à la fois départemental, régional, national et même européen, puisqu'on est soutenu on a été soutenu par l'Europe aussi. Merci. C'est intéressant, du coup, ces 3 dispositifs qu'on vous a choisis, qui sont quand même assez différents et amènent des visions assez complémentaires. Ce qu'on peut noter, en fait, c'est que toutes, quand même, ne sont pas des bulles de coopération déconnectées avec le reste, soit du territoire ou soit des territoires autour, mais bien interconnectées avec d'autres dispositifs et d'autres échelles. Voilà, que ce soit les CRES, les PTCE, comme on l'a vu, mais aussi la création de communs avec les chemins de la coopération au niveau européen, ou des financements des financeurs qui vont de l'échelle locale à l'échelle nationale. Mais il y a un gros enjeu qu'on peut noter sur les 3, c'est quand même l'enjeu de l'économie locale et de relocaliser l'emploi. J'ai une deuxième question et pour ça, je vais commencer par Noémie. Est-ce que, du coup, c'est possible que tu nous expliques qui a initié le projet au démarrage? Est-ce que c'était issu d'un collectif d'habitants? Est-ce que c'est issu d'associations, d'une institution? Quel est un peu l'acteur, ou est-ce qu'il y avait un mélange finalement d'acteurs qui sont à l'initiative du projet? Et comment finalement de ce démarrage, ce petit collectif qui aurait lancé le projet, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, et qui a rejoint l'aventure au fil du temps? Si je pars, en fait, comme je l'ai fait tout à l'heure de la coopérative idéale, ça nous permet un peu de placer le contexte, de placer un peu les bases de qui a embarqué en premier et pour quelles raisons, pour quelle motivation, qui était, comme je disais, celle, d'avoir des services pour des structures d'insertion par l'activité économique qui étaient naissantes. Et la deuxième, c'était mobiliser de l'épargne solidaire, en faire un outil au service des citoyens pour investir sur leur territoire et investir dans l'économie directement, voire l'économie directe d'ailleurs, de leur territoire. Aujourd'hui, la coopérative, elle est donc au cœur d'une dynamique de coopération qui est un pôle de coopération économique. Ce pôle, en fait, il s'est construit chemin faisant. Chemin faisant, c'est-à-dire de manière expérimentale, balbutiante parfois, opportuniste souvent. Et c'est une dynamique de coopération qui s'est toutefois construite aussi avec une vision politique. Je n'irai pas jusqu'à dire partagée parce qu'elle n'est pas partagée par tous, mais du moins une intention politique d'une forme d'équipe entrepreneuriale, une équipe notamment de direction de structures associatives qui avait une vision pour son territoire et une culture de la coopération qui ont fait que ça a infusé dans leur gouvernance, ça a infusé dans leur manière de gérer leur structure, ça a infusé dans leur manière de répondre en consortium à des projets, donc de développer économiquement leur structure et d'acculturer leurs salariés aussi et leurs bénéficiaires par la même occasion. Et donc, c'est ce qui a notamment permis de faire évoluer et de voir grandir petit à petit les dynamiques et s'incarner concrètement dans des projets. Pour exemple, les structures d'insertion qui ont porté la coopérative, qui ont porté la coopérative et puis après le PTCE, on en a notamment deux associations, une qui s'appelle Accès Réagir, une qui s'appelle R. Deux associations d'insertion qui sont pas sur un même territoire, qui sont sur 2 territoires mitoyens, qui ont des cultures et des gouvernances relativement proches, héritées d'un historique militant, notamment paysans et ouvriers. D'ailleurs, c'est un peu la spécificité du Nord-Ouest Loire-Atlantique, c'est le fait que les paysans, les ouvriers se soient beaucoup rencontrés à la sortie des années 50-60, et il y a une grosse culture, notamment syndicale, là-dessus. De là, il y a des assos d'insertion qui naissent puisque grosse crise de chômage, etc. Derrière ça, des outils comme la coopérative, et ces structures d'insertion reposent sur Pardon, on entend mal? Non? Ok, non, je vais encore passer un Noémie, on message. t'entend très bien, c'était par rapport à une autre d'accord. personne. Non, tu peux continuer. Ça marche. Donc de là, asso d'insertion dit notamment ateliers chantiers d'insertion, donc des espaces concrets de coopération.
des espaces concrets qui sont d'abord des supports d'activité pour les assos d'insertion, mais qui petit à petit deviennent des tiers-lieux, en l'occurrence. Et donc, l'exemple où je voulais en venir, c'est celui de Recyclerie Nord-Atlantique, où donc les structures d'insertion développent un atelier chantier d'insertion sur les questions de réemploi. Donc, il y a du réemploi de boîtes palettes avec Airbus, il y a du réemploi de matériaux, etc., qui se développe. Et puis, petit à petit, il y a une acquisition qui est faite en SCI. Donc, les structures montent une nouvelle structure qui est une SCI qui leur permet d'acquérir de l'immobilier. Cette SCI devient le support immobilier sur lequel il y a le support d'activité. Et puis, une recyclerie naît. Et cette recyclerie, son utilisation, son exploitation est partagée entre les deux structures d'insertion. C'est-à-dire qu'elle ne devient pas d'abord une nouvelle structure juridique. Elle est d'abord un groupement d'économie sociale, un groupement économique et social, qui permet en fait de faire en sorte qu'il y ait une partie des équipes de R d'une asso d'insertion qui viennent travailler là, une autre partie des équipes d'insertion de Accès Régie qui viennent travailler là. Et ça n'est que 10 ans plus tard que ça prendra une forme juridique à part entière sous forme associative qui sera la Recyclerie Nord-Atlantique. Aujourd'hui, la Recyclerie Nord-Atlantique, donc, elle est officiellement créée dans les années 2020-2021. Elle a un salarié rattaché à la structure qui est son directeur, mais les équipes qui travaillent dedans, aujourd'hui c'est 4 boutiques, c'est 800 tonnes réemployées sur le territoire nord-est de l'Atlantique, un dépôt, des dépôts, un centre de valorisation. Tout ça, toutes les équipes qui tournent à l'intérieur sont toujours les équipes des deux assos fondatrices et les gouvernances sont toujours des délégations des gouvernances des deux associations. Donc, c'est dire la construction chemin faisant, donc vraiment petit à petit et très lentement, de la construction d'un projet de réemploi. Aujourd'hui, notamment sur un des sites qui est celui donc de Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire, près de la 2x2, c'est installé donc sur le site de la SCI dont je vous parlais. Il y a certes le centre de valorisation, le centre névralgique de la recyclerie Nord-Atlantique, avec une boutique solidaire, un dépôt, un centre de valorisation où tout est trié et redispatché dans les autres boutiques du territoire. Mais il y a aussi un espace de réemploi dédié au matériel médical qui est là, un autre projet qui a été mené avec 2 autres structures, mais qui sont installées dessus. Il y a eu à un moment donné de l'hébergement d'une start-up qui travaillait sur les questions alimentaires. Il y a une végéterie qui permet de faire de la bioéconomie circulaire, donc travailler sur les questions de compost, etc. Donc, il y a de l'animation, il y a de la sensibilisation, il y a des visites. Donc, en fait, cet espace est devenu un espace tiers-lieu qui a été labellisé Fabrique de territoire et accompagné par le dispositif entre 2020 et 2023, justement pour donner davantage de liens et d'ampleur à la dynamique collective. Et donc, on voit bien qu'un espace qui, il y a 30 ans, était plutôt un espace, a commencé par être un espace d'activité concrète pour une structure d'insertion, est devenu aujourd'hui un espace multiple, multi-acteurs et une ressource pour la dynamique de coopération. Voilà, je ne veux pas monopoliser plus que ça, mais c'était pour donner un exemple vraiment hyper concret de comment la dynamique s'est construite, comment elle a émergé et comment elle reste aujourd'hui aussi finalement peu conventionnelle, au sens où personne ne s'est dit, tiens, on va faire un projet de coopération, on va tout penser maintenant, on va tout faire maintenant, et le projet sort tel qu'il a été réfléchi en amont par les personnes. C'est absolument pas comme ça que ça s'est construit. Ouais. Merci Noémie, c'est important de revenir là-dessus parce que ça veut dire que ça demande quand même aussi, parce qu'on est sur les enjeux de temps, c'est aussi, ça demande du temps de construire le projet. On n'a pas l'idée de départ, mais elle va évoluer et prendre des formes parce que tu as beaucoup mis l'accent aussi là-dessus sur les différentes structures juridiques qui se créent. Alors pas forcément comme ça d'un claquement de doigts, mais avec du temps, comment les statuts s'entremêlent et les gouvernances s'entremêlent entre les unes et les autres. Et ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, ça demande du temps de réflexion avant de sauter un cap et de se dire, est-ce qu'on a 1, 2, 3 structures, 4 structures, comment on gère tout ça? Parce que c'est des enjeux assez forts. Merci pour ces exemples. Je vérifie juste, Frédéric Bosquet, c'est toujours OK vers 14h et quelques? Ouais. Donc, je vais donner la parole à Frédéric Sauvage. Comme ça, après, toi, tu pourras enchaîner sur les 2 questions. Merci. Alors, donc nous, au niveau de l'ancien monastère de Sainte-Croix, en fait, c'était une structure, donc c'est une structure qui appartient à une association, on va dire, qui a pour lien la religion catholique. C'est une association qui a hérité du lieu dans les années 75 pour 1 franc.
à l'époque, et qui a une mission, c'est de préserver le patrimoine et l'esprit du lieu. À partir de là, ils l'ont confié à une association d'insertion aussi et qui l'a géré pendant près de 30 ans et qui a rencontré des difficultés dans les années 2010, des difficultés de gestion, de trésorerie et structurelles. C'est-à-dire qu'ils ont les travaux qui auraient dû être faits sur ce bâtiment de 2000 m², cet ancien monastère, en fait, n'ont pas été réalisés et le bâtiment s'est dégradé. Donc, pour remettre le cadre, il a été fermé par décret administratif en fait, et donc les propriétaires se sont retrouvés avec un bâtiment sur le dos, une association plutôt âgée et qui allait être contraint plutôt de vendre ce bâtiment. Et le projet qui se dessinait derrière, c'était que ce bâtiment allait partir sur du privé et sur plutôt de l'hôtellerie de luxe. Vu que c'est un très beau site, qui a beaucoup de cachets, ça aurait très bien fonctionné avec une belle piscine, une belle cour intérieure, voilà. Et voilà, le démarrage de l'histoire, elle est là. C'est au hasard d'une réunion de se retrouver devant ce fait-là. Moi, je me suis retrouvé là. Et avec un collègue, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'un lieu comme ça, un bien commun, puisse partir sur une destination privée et d'autant plus d'hôtellerie de luxe sur un territoire drômois qui n'a pas besoin de cette économie-là, de cette approche-là. Donc du coup, en 2011, après beaucoup de discussions avec les propriétaires, vu qu'on était quand même assez divergents dans nos points de vue, on a lancé l'association Les Amis du Monastère. Alors nous, on a fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on a créé l'association, créé un site internet, on a redémarré le projet et on est allé chercher une équipe derrière au niveau de l'association en disant qui est prêt à nous accompagner pour essayer de faire un diagnostic sur 3 ans pour redémarrer l'activité d'accueil. Donc, on a 50 couchages. Et donc, en fait, on a cherché 4 personnes. On avait fait un diagnostic rapide au niveau, un état des lieux financier via un chéquier expertise de la région Rhône-Alpes sur le bâti. On s'était aperçu qu'il y avait en gros, qu'il fallait 1,5 million d'euros pour être aux normes et pouvoir accueillir dans les normes accessibilité, incendie et tout ce qui va bien avec les ERP, les établissements qui reçoivent du public. Et donc, en fait, on avait ciblé 4 personnes qui étaient dans le milieu plutôt, on va dire, politique, tourisme départemental, des gens qui étaient dans la culture, des gens qui étaient aussi sur une agence de voyage, et puis des producteurs. Et en fait, les gens nous ont dit, mais vous êtes complètement fous de reprendre un projet comme celui-ci parce que c'est trop coûteux, on n'est pas propriétaire du bâti, on le loue, et comment ça peut se passer? Et donc, nous, on a dit, on va quand même lancer cette association. Donc, en fait, on a proposé, vu qu'il y avait en plus, il y avait une dette, on héritait d'une dette sur le bâtiment. Et donc, on a proposé à 4 personnes d'être en co-construction, en coprésidence sur l'association. Et donc, ils ont dit, OK, on partage les risques et on a lancé l'association Les Amis du Monastère. Et pendant 3 ans qu'on a relancé l'activité d'accueil, on a eu l'autorisation par l'État de rouvrir en faisant des travaux. Et là, on a fait appel notamment on s'est rapproché de centres de formation, d'éco-construction, d'électricité via le Greta. Donc, on est devenu bâtiment école sur la structure, ce qui nous a permis d'avancer très rapidement avec des entreprises locales aussi en soutien pour pouvoir ouvrir au mois d'avril 2011. Et les 3 premières années, en fait, on a redéveloppé cette activité, on a rouvert les portes, refait rentrer les habitants de la vallée, les habitants du village et les producteurs dans le projet. Et au bout de 3 ans, en fait, c'est posé la question de se dire, voilà, maintenant, on voit un peu ce qu'ils peuvent faire, ce qu'on doit faire sur le projet pour pouvoir s'inscrire sur de la durée. Est-ce que le projet associatif nous correspond? Comment se positionnent les propriétaires, l'association propriétaire? Et là, du coup, on s'est fait accompagner par l'USCOP pendant 1 année
en 2013-2014. Et du coup, on a choisi de s'orienter vers la société coopérative d'intérêt collectif. C'est ce qui nous ressemblait le plus, donc l'approche coopérative, vu qu'on se sentait bien outil de territoire, avec tous les liens au territoire qu'on pouvait avoir sur les prestataires, sur les activités économiques, les activités de formation, les producteurs, enfin voilà. Donc, du coup, en 2015, donc 3 ans après, on a décidé de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on a fait disparaître l'association d'origine, les Amis du Monastère. On s'est transformé en société coopérative d'intérêt collectif. Ça demandait un accompagnement, du temps aussi, pour faire comprendre qu'une coopérative et une association, c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout la même manière de voir les choses, les mêmes modes de décision, la même gouvernance. Donc là, il a fallu acculturer tout ça, après prendre le temps. Donc ça a mis un certain temps, mais ça nous a permis d'écrire le projet. Aujourd'hui, pour vous dire, on en est au mois d'avril, c'est notre 10e année au niveau de la société coopérative. Donc c'est aussi une étape importante pour nous, parce que les 10 premières années nous ont servi dans une frise que vous avez dans le document qui a été joint. Il y a on a travaillé vraiment sur du structurel. Il y avait 800 mètres carrés de toiture à reprendre, des assainissements. Enfin bon, voilà, c'était vraiment du structurel. Aujourd'hui, on a un outil qui fonctionne. Voilà, la frise va arriver sur l'écran, un petit peu plus bas. Ouais, voilà. Donc l'association, voilà, sur la gauche. Donc là, on a engagé les gros travaux avec notamment l'aide de la région Rhône-Alpes et puis des emprunts et aussi du coup du sociétariat. Donc aujourd'hui, on est près de 160 sociétaires. Les sociétaires, c'est des communes de la vallée parce que c'est leur outil. Ils s'en servent. On est à l'entrée d'une vallée, il y a 5 villages. C'est des SIC, c'est des SCOP, c'est des particuliers, c'est des producteurs et c'est des clients aussi, parce que les clients, pour les fidéliser, pour vous donner une idée, on accueille, nous, des stages et séminaires, des formations autour de la coopération, de la gouvernance, mais aussi de la culture. On en a fait un lieu vivant, donc ouverture à la culture, ça s'est fait. On est à la 10e saison aujourd'hui, avec des expositions, des concerts, des résidences artistiques. Et du coup, les groupes que l'on accueille, notamment sur les belles saisons, c'est beaucoup de groupes culturels, artistiques et botaniques, vu qu'on a un jardin ethnobotanique. Et ces groupes-là, aujourd'hui, ils sont sociétaires du projet. Et par exemple, sur l'été, on est complet jusqu'en 2030. On a passé des conventions avec eux. Donc, tout ça, c'est, comme tu disais, Noémie, c'est chemin faisant. Comment les gens, on les a amenés à rentrer dans le projet, comment on a pu mettre aussi des organismes de formation autour de la table. Alors, paradoxalement, nous, on n'a pas la communauté de communes. La communauté de communes estime que notre société coopérative n'est pas un outil intercommunal, même si notre clientèle elle va bien au-delà. Mais voilà, c'est pas grave. On a les communes. Voilà, quoi dire d'autre? On a un bail aujourd'hui, donc avec les propriétaires, on a signé un bail de 21 ans, un bail à construction. Donc c'est très particulier. Ça veut dire que aujourd'hui on n'est pas propriétaire du bâti, mais on est propriétaire juridique du bâti, du bail, c'est-à-dire que c'est nous qui portons les travaux entièrement. Donc ça pose énormément de questions aux sociétaires. Qu'est-ce qui se passe à la fin du bail? La valorisation du patrimoine. Il va être, comment il va revenir à la SIC, comment. Donc ça, c'est des questions qui sont sous-jacentes et qui ont beaucoup questionné les financeurs aussi, les politiques. Et du coup, on a prolongé le bail jusqu'en 2050, il y a 2 ans. Donc, du coup, ça sécurise beaucoup les financeurs. Donc, ça va nous permettre d'engager sur les 10 ans à venir la 2e phase, en gros, du projet. Qu'on a déjà démarré là avec notamment la transition énergétique sur le projet. Voilà, je crois que, je sais pas, Marie-Hélène, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais. Voilà. Merci, ouais. Oui, c'est une réponse bien complète et puis il y a même du coup des informations aussi un peu différentes, en tout cas de problématiques sur le temps. Là, tu viens de terminer avec notamment les enjeux de propriété. C'est-à-dire que quand on est plutôt locataire et qu'on enclenche des travaux aussi conséquents,
ça pose question de est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas. Donc, ça demande un peu le temps de la réflexion. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'est le manque de moyens. En fait, bon, on est beaucoup de territoires comme ça à manquer de moyens, mais là, ça a amené quand même ce que je trouve assez chouette, c'est la créativité qui naît sur le fait de dire le bâti, on n'a pas les 1 million et quelques d'euros, quel dispositif on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut faire, quel partenariat. Donc là, avec ces chantiers d'insertion et donc la formation et école bâtiment qui est quand même assez intéressant. Et donc ça aussi, ça demande du temps à se construire parce que c'est assez novateur. Et un des derniers points qui vient rejoindre aussi les enjeux du temps, c'est l'acculturation. Alors, on a une petite musique de fond. C'est les petits enjeux d'acculturation au statut, notamment, et à la coopération. Parce que les SIC, même si les coopératives datent des années 50, on n'a pas forcément, tout le monde n'a pas en tête de comment ça fonctionne. Et du coup, c'est aussi un changement de posture parce qu'une personne égale une voix, etc. Donc, merci d'avoir… Et je pense, juste pour ajouter, il y a aussi cette approche de la SIC, de la Société coopérative d'intérêt collectif, toute la culturation au niveau des politiques et au niveau des administrations, qui a été vraiment quelque chose de très très long, où on a fait beaucoup de retour en arrière, notamment sur l'utilité sociale d'un lieu comme le nôtre, où il a fallu démontrer par A plus B au niveau des élus, au niveau de l'État, comme quoi on était un outil d'utilité sociale pour pouvoir continuer à pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'aider des gens qui sont dans le besoin en insertion, éloignés de l'emploi, au niveau de la création d'emplois. Donc ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui sont toujours sur le tapis, en fait, qui sont toujours là aujourd'hui. Merci à toi. Du coup, je vais passer la parole à notre deuxième Frédéric Bosquet, qui est revenu. Je me suis dit, ça va être à lui de parler, il a disparu. Là, je te laisse la parole. Le micro est coupé, du coup. Ouais, normalement, c'est bon, là. Ça va, vous m'entendez? Tout à fait, parfait. Désolé, il y a un piano là qui joue dans la gare. Mais ça fera une musique de fond comme ça, c'est cool. Donc, l'origine du projet, c'est une prise de conscience en 2013 qu'on allait droit vers le mur et que les signaux faibles que je ressentais un peu autour de moi allaient se renforcer. Et j'étais à l'époque dirigeant de société, j'avais 2 structures, dans l'économie sociale et solidaire, dans le handicap et puis dans l'intérim social. J'étais très engagé dans l'économie sociale et solidaire à travers les mondes locales et puis le mouvement français pour en vue de base. Et puis je sentais que je ne transformais pas la société en fait avec ce que je faisais, j'aménageais des choses, mais je ne changeais pas ce qui cassait les gens. Et je suis parti en vélo faire le tour de France des initiatives rurales, des gens qui avaient changé de vie. Et puis je me suis dit, là, il y a un truc vraiment qu'il faut faire, c'est connecter la culture de l'entreprise avec la culture de ceux qui ont des valeurs écologiques et sociales. Et donc, j'ai cédé les entreprises que je dirigeais aux salariés. Puis ensuite, je suis parti dans un centre bouddhiste dans les Alpes pendant 7 mois où j'ai réfléchi sur qu'est-ce que je pourrais faire pour aider tous ces gens que j'avais vus un peu partout qui essayaient de prendre les problèmes à bras le corps. Et puis, je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est recréer dans un même endroit, en fait, connecter dans un même endroit toutes les initiatives de la société civile que j'avais rencontrées dans l'agroécologie, dans l'énergie, dans l'eau, dans le recyclage de déchets, dans l'éco-construction, essayer d'interconnecter tous ces mondes les uns avec les autres pour essayer de voir si on ne pouvait pas créer une organisation nouvelle, sociale, qui soit à la fois au moins aussi efficiente que ce qui a existé aujourd'hui. Là, on n'aura pas beaucoup de mal, mais surtout beaucoup plus résiliente. Et l'idée, c'était de connecter toutes ces structures les unes les autres et de s'installer dans un territoire rural à revitaliser, parce que je m'étais rendu compte que dans ces communes rurales, il y avait tout, en fait, tout ce dont on avait besoin pour vivre. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'investissement, il n'y avait pas de développement économique. Et donc, j'ai lancé un appel sur Internet. Puis là, il y a plein de personnes qui ont répondu présent en disant, mais ouais, pourquoi pas, allons-y. On est reparti faire 2 tours de France en vélo à la rencontre de toutes ces initiatives, mais cette fois-ci avec on va dire, des questionnaires, pour essayer vraiment de voir quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient. On a fait 14 000 km en vélo. Et puis, au retour de ça, on a formalisé Terra et on l'a installé donc, dans une petite commune à Masquières de 200 habitants dans le sud-ouest de la France.
Et puis, on a fait un appel à habitants volontaires, et puis on a commencé à développer les activités sur une première commune. Et puis, on est passé de 2 à 10, et puis de 10 à 15, puis là, on est plus d'une centaine de personnes à être venues s'installer sur ce territoire de vie, qui fait une trentaine de kilomètres autour de Tournon-la-Genêt. Et maintenant, donc, on est sur 5 structures. Et surtout, on a aussi, on essaie de construire un modèle économique et financier qui pourrait s'adapter à ces zones rurales revitalisées. On a travaillé avec 3 ans avec un conseil scientifique, en particulier sur les bases de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui est porté par le laboratoire Athémis. Donc, avec ce conseil scientifique, avec des acteurs locaux du territoire, des maires, des conseillers municipaux, des responsables de la région, du département, des entreprises locales, des producteurs, des habitats volontaires. On s'est tous réunis pour essayer de voir comment on pourrait redéployer ces activités de production au service des habitants du territoire. Et puis on a commencé avec, comme je disais, avec une petite ferme, et puis après on est allé sur Tournon-la-Genêt, et puis maintenant on est sur 4 communes. Et on a lancé le quartier rural là, depuis 2022. Là, notre objectif, c'est de synthétiser sur 4 hectares et demi toutes les fonctions vitales qui permettent à une commune de redémarrer. Et on a été labellisé Petit CE l'année dernière, en octobre de l'année dernière. Et alors qu'au début, c'était pas facile de travailler avec les acteurs locaux, le fait d'être resté pendant 10 ans à essayer d'apporter des services concrets au territoire. Mais maintenant, on est plus reconnus, on est plus... on travaille vraiment avec les parties prenantes du territoire. Et les panneaux qui avaient été mis au départ, non à l'éco-hameau, ont été enlevés. Et on laissé la place à plus de coopération. Et ça, on est très content parce qu'au début, ça a été vraiment... ouais, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il a fallu montrer patte blanche et pas trop patte verte ou rose. Voilà. Et maintenant, ça va beaucoup mieux et on travaille maintenant dans la main, puisque la mairie de Trentel est même rentrée au capital et au conseil d'administration de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a créée sur Trentel pour porter le quartier rural. Ok, mais merci du coup Frédéric. Donc là, je l'ai perdu, je crois. Ah non, ça va. J'ai cru que ça avait disparu. Non, tout va bien. Donc là, effectivement, on voit aussi des différences d'approche et puis d'implication. Et ce qui est intéressant, là, ça met en exergue qu'il y a eu une recherche de lieux avec des acteurs qui arrivent. Et ce qui a pris du temps, finalement, c'est l'ancrage local et le lien avec les structures et acteurs socio-économiques, j'ai envie de dire locaux, qui vous ont pas forcément vu arriver d'un bon œil de suite, quoi. Donc ça me fait une belle... ça s'est co-construit, ça s'est co-construit. C'est ça. Et donc du coup, ça m'amène à la question suivante que je vais te poser directement, comme ça, si jamais tu dois partir, tu auras au moins répondu. C'est sur cet enjeu. Donc notre webinaire, il est autour du rapport au temps, de l'émergence de ces projets jusqu'à du coup sa mise en œuvre. Les partenariats, le développement de la gouvernance, etc. Et donc, si tu peux nous dire un petit peu dans le projet terrain, qu'est-ce qui a pris le plus de temps? Quels ont été les freins, en plus de cette problématique d'ancrage local? Qu'est-ce qui a freiné, du coup, ralenti le projet? Mais quels ont été aussi les leviers qui ont permis, à certains moments, de donner un petit coup d'accélérateur au projet? Je crois que vraiment la complexité de la revitalisation des zones rurales, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur un seul champ un seul champ. On est obligé, un peu comme dans un corps humain, il y a plusieurs organes, on est obligé d'intervenir avec des fonctions différentes. Et toutes ces fonctions, elles doivent monter ensemble pour que l'écosystème coopératif territorial puisse se développer. On ne peut pas comme ça s'attaquer uniquement à l'énergie, à l'eau, à l'alimentation. Il faut monter tout un ensemble d'infrastructures. C'est pour ça qu'on a été obligé de créer 6 structures différentes dans l'écosystème, qui chacune remplit une fonction. On a un fonds de dotation, on a une société civile immobilière, on a une société coopérative d'intérêt collectif, on a une association qui porte le projet politique, on a une monnaie citoyenne locale avec une structure qui porte la monnaie citoyenne locale. Et c'est tous ces organes en fait qui, connectés les uns avec les autres, nous permettent progressivement de voir monter le projet. Et ce qu'on observe, c'est que le temps qu'il faut à la fois pour monter ces structures, pour les piloter, pour travailler avec des parties prenantes, pour leur expliquer, parce qu'on vit dans une société où le simplisme est une espèce de dictature absolument catastrophique.
Pour dire le mot simple, on a besoin d'un système complexe et qui lui-même est baigné dans un système encore plus complexe. Et pour faire des choses simples, on a besoin de choses parfois un peu compliquées. Et aujourd'hui, on a cette espèce de dictature entre guillemets, de la simplicité qui fait qu'on n'a pas le temps en fait de déployer, d'expliquer en fait que pour résoudre des problèmes qui semblent simples, on a besoin de choses complexes. Donc c'est ce temps en fait d'acculturation qui a pris beaucoup de temps pour faire accepter cette idée qu'on devait créer d'abord un écosystème coopératif territorial avec plusieurs structures. C'est aussi la difficulté qu'on a à expliquer pourquoi on a besoin d'autant de structures au début, parce que effectivement ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça mobilise des moyens, et pourquoi il faut le faire maintenant. Et donc ça a pris du temps à expliquer, en particulier à nos financeurs. Et on a vu aussi que ça prend du temps aussi, parce qu'au départ, on doit développer des activités avec du temps bénévole. Puis après, on doit passer avec des dons défiscalisables parce qu'on a besoin d'avoir de l'argent pour faire fonctionner le bébé qui commence à grandir. Et puis après, il faut monter des dossiers de subvention d'investissement et d'exploitation lorsqu'on voit que ça commence à démarrer avec des collectivités territoriales. Et puis ensuite, il faut passer à des capitaux partiels à intérêt modéré parce que quand on commence à développer des activités économiques, on a besoin d'investissement. Mais on ne peut pas passer par du prêt classique, il faut qu'on passe par de l'apport en capital parce qu'on a besoin de rembourser cet argent à moyen, voire long terme, puisque nous, on parle de 10 ans, avec en plus des intérêts modérés. Donc, il faut expliquer à nos investisseurs qu'on ne va pas leur rendre de suite l'argent, qu'on va leur rendre dans 10 ans, parce qu'on doit d'abord utiliser notre capacité d'autofinancement pour développer des activités locales. Et tout ça prend du temps d'explication, de compréhension, de mise en place. Et on passe notre temps, en fait, à expliquer pourquoi aujourd'hui on a besoin de temps. Et ça, c'est difficile dans un monde qui va très vite, de montrer qu'en ralentissant, en fait, on peut créer beaucoup plus de richesses dans la durée. Mais pour ça, il faut plus de temps, en fait. Un peu comme les forêts primaires, elles ont mis du temps pour se développer, mais après, maintenant, tout le monde en profite. Mais ça a pris des millions d'années. Si on avait confié ça à des investisseurs, ils auraient réclamé des dividendes immédiats et on n'aurait jamais eu de forêt primaire. Donc, c'est tout ce temps-là d'explication, de connexion des parties prenantes qui sont différentes avec des intérêts différents aussi, parce que entre une petite collectivité, une entreprise, une association, un fonds de dotation, un investisseur, des habitants, toutes ces parties prenantes, en fait, elles ont des enjeux différents. Et comme le dit très bien notre parrain Edgar Morin, c'est parce que justement on va les faire se rencontrer qu'il va se créer cette dialogie, c'est-à-dire le fait qu'elles soient antagonistes, complémentaires et concurrentes, que si on arrive à les organiser ensemble de telle façon à ce qu'elles puissent se parler et qu'elles puissent commencer à coopérer les unes avec les autres, alors à ce moment-là, on peut obtenir des résultats qui sont bien plus supérieurs à ce que chacune d'entre elles aurait pu faire s'il n'avait été que seule à faire ce qu'elle fait. Et ça, encore une fois, ça prend du temps. Faire parler une collectivité avec une entreprise avec un investisseur avec un habitant ou avec un activiste, ça prend du temps. Et donc, pour moi, le temps, c'est la donnée fondamentale des écosystèmes coopératifs territoriaux. Et c'est hyper important de l'expliquer à nos partenaires. Et plus on avance, en fait, et plus on voit que la courbe des retours sur investissement augmente. Et on voit que c'est exponentiel. Au début, on a demandé des dons défiscalisables, enfin, du temps de volontaire et des dons défiscalisables. Et maintenant, on arrive à avoir des investisseurs. On a levé quasiment 1,5 million pour lancer le centre d'éco-construction de ressources et de formation. Et on voit qu'au début, on nous a donné des choses. Et maintenant, on investit dans le projet. Donc, ça montre qu'on peut transformer du temps de bénévolat, de volontaire, progressivement en une richesse matérielle qui fait qu'à un moment donné, ce temps passé, en fait, se transforme en investissement et en activité économique. Donc, laissons le temps au temps. C'est un peu la conclusion. C'est ça qui fait les écosystèmes coopératifs territoriaux. Juste une petite dernière question avant que tu dois partir. Peut-être qu'il y a un peu répondu à la question de Céline. Moi, j'en ai une autre. La question, c'était est-ce que dans vos projets, le temps bénévole est valorisé, en particulier le temps des dirigeants bénévoles? Et donc, moi, j'avais une question un peu subsidiaire par rapport à ce que tu dis, parce qu'effectivement, le projet fonctionne beaucoup dans ce que tu dis, par les habitants, par des personnes qui sont bénévoles, mais qui aussi, au bout d'un moment, ont quand même besoin de payer leur loyer, de vivre, de payer des factures. Et donc, comment ça est vécu, c'est vécu par le collectif et ces personnes, ce temps long, et du coup, à travers leur engagement aussi dans le projet? Alors, c'est tout le problème, hein, c'est que on est obligé au départ de passer par
Moi, quand je suis parti, je, je n'ai commencé à avoir un revenu, je crois on a capé les revenus aujourd'hui à 1,2 SMIC. Donc, il a fallu presque 7 ans avant que le premier revenu soit versé. Aujourd'hui, on est 10 équivalents temps plein, donc ça veut dire que plus on avance dans le temps et plus on développe de recettes, et donc plus on développe de revenus pour les personnes qui sont là. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'il y a un passage qui est difficile, qui est celui de ce moment où effectivement on passe par ce bénévolat et qui ensuite progressivement se transforme en revenu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et oui, ça crée des tensions parfois entre les habitants volontaires et ceux qui ont des revenus, mais ça fait partie du processus de valorisation monnaie de ce qui compte pour nous. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes aujourd'hui qui sont arrivées il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, et pour certains d'entre eux, ils ne sont pas encore rémunérés parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de les rémunérer. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on rémunère de plus en plus de monde, de plus en plus longtemps, et avec des revenus de plus en plus importants. Mais oui, ça prend du temps et ça fait partie du jeu. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. C'est l'enjeu que tu m'avais expliqué aussi quand on a préparé le webinaire, c'est que ça provoque, et on le verra peut-être dans la dernière question qu'on posera à Noémie sur une prise de recul un petit peu de ces coopérations, c'est que ça enclenche du turnover au sein des projets qui fait que ça rend aussi la réalisation des projets plus complexe. Voilà, cet enjeu du temps et des finances. C'est pour ça que là, par exemple, aujourd'hui, on a mis on a mis 3 ans en lui donnant pour lever les 3 premiers millions d'euros et en service à investir dans la partie production du projet. Et là, cette année, on va lancer un nouveau financement qui va être aussi de 3 millions d'euros, puisque le projet total de Quartier Rural, c'est 9 millions d'euros. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à financer à travers cette levée de fonds les personnes qui vont travailler sur les fonctions de production et d'accompagnement, parce qu'il ne suffit pas de produire aussi, il faut accompagner. Donc, on a besoin de personnes en termes de ressources humaines, on a besoin de personnes en termes de médiation, on a besoin de personnes qui font la relation avec les parties prenantes du territoire. Et on va essayer cette fois-ci d'amener nos investisseurs et les personnes qui nous financent à financer ces fonctions de support qu'on a du mal à financer. Parce que le gros problème qu'on a dans ce type de projet, c'est que d'abord, on crée ce qu'on appelle, nous, des valeurs immatérielles de confiance, de coopération, de santé, de pertinence. Et c'est ça qui va ensuite, à un moment donné, créer ce lien entre les parties prenantes. Et avec ça, on va réussir à créer des solutions intégrées qui vont générer des productions réelles et matérielles qu'on pourra valoriser en monnaie. Mais aller voir un banquier un banquier ou un investisseur pour lui demander de financer de la pertinence, de la confiance et de la coopération, il ne sait pas faire, quoi. Il sait pas faire. Et en plus, quand on lui demande de financer un ensemble de structures qui font écosystème, c'est encore plus compliqué. Donc là, tout l'enjeu cette année, ça va être vraiment d'aller voir des investisseurs, des partenaires financiers, pour essayer de leur faire comprendre qu'on a besoin de financer ces valeurs immatérielles. Et on peut commencer à montrer des résultats qu'on a aujourd'hui en leur disant, regardez, au début, c'est nous qui avons financé par notre temps et par des dons défiscalisables ce travail. Et regardez aujourd'hui ce qu'on est capable de faire avec notre centre d'éco-construction. On a créé de la valeur, on a ramené une centaine de personnes habitées dans un territoire qui perdait des personnes. Si des personnes plus jeunes qui arrivent, elles ont entre 35 et 38 ans en moyenne, au lieu de 55 ans. Donc on montre bien qu'on peut partir d'un territoire à revitaliser vers un territoire qui est revitalisé, et ça par cette valorisation de valeurs immatérielles. Donc tout l'enjeu cette année, ça va être d'essayer de faire financer ces valeurs immatérielles pour ne pas avoir à les financer par notre temps unité de vie. Ça va être vraiment l'enjeu de cette année. D'accord. Merci beaucoup pour ces explications. Ça paraît clair. Oui, c'est très clair et c'est parfait. Et je pense que le collectif, si vous avez des documents qui viennent abonder en fait dans le sens de ce que tu viens de dire, montrer l'impact sur la valeur économique et la dynamisation du territoire, je pense qu'on est à peu près tous et toutes preneurs. En tout cas, personnellement, moi je le suis parce que c'est des vraies discussions qu'on a sur financer cette dynamique. Qu'est-ce que ça va amener? Et souvent, les demandes des financeurs, c'est que derrière, ça amène en termes d'indicateurs quantitatifs du résultat, quoi. Donc, si tu as ce genre de documents, je pense qu'on est preneur en les envoyant à Michael et puis on les fera passer, on les déposera sur la plateforme. Merci, merci à toi.
Je vais passer la parole du coup à Frédéric Bosquet, si tu veux bien, par rapport au projet, et puis peut-être aussi en effet rebond par rapport à ce qu'il vient de dire sur le projet de Terra. Oui. Quels ont été pour vous les freins autant qu'est-ce qui a ralenti, qu'est-ce qui a freiné le projet, et en même temps, est-ce que le temps, à l'inverse, le temps long, est aussi un facteur positif? Est-ce que ça amène aussi des avantages dans la réalisation et le développement du projet? Donc, je pense que tu disais Frédéric Sauvage. C'est ça, oui, je crois que je me suis. Oui, c'est pourquoi la parole. Je me suis mélangée dans les prénoms. Ok. Alors nous sur le projet, effectivement, le temps a toute sa place, et surtout sur un bâtiment qui a traversé le temps, en plus, hein, un bâtiment du 12e. Donc il y a des choses qu'il faut pas brusquer, il faut prendre le temps, il faut prendre soin aussi. Beaucoup prendre soin aussi des différents acteurs et des personnes qui interviennent, que ce soit sur l'approche coopérative au niveau des habitants, au niveau des acteurs, des producteurs, des gens qui sont pas accoutumés à cette approche coopérative, à ce que ça veut dire la coopération, comment ça s'amène, comment ça se gère et comment ça se diffuse ou ça s'infuse. Voilà. Nous, on avait déjà ce qui a pris beaucoup de temps, et dans les freins, si on peut parler des freins, nous, c'est qu'on a une situation qui est assez particulière. Hein. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas propriétaire, et on travaille avec une asso propriétaire d'un bâti nous, on est sur un projet laïque, un projet coopératif, avec des gens qui avaient, on va dire, dans l'idée à la base, c'est nous confier le bâtiment où ils étaient sortis d'un échec, donc très frileux, avec beaucoup de réticence, et ils avaient besoin qu'on leur montre qu'on gagne de la confiance. Enfin, la notion de confiance, elle était très importante, et elle est toujours importante dans le projet sur plein de niveaux. En fait, prendre le temps d'avoir confiance. Et en fait, eux, ce qu'ils avaient besoin, ils avaient par exemple dans l'idée de réinstaller des moines 10 ans à la fin de notre bail. Donc on était vraiment aux antipodes de ce qu'on souhaitait nous sur le projet, sur un outil de territoire inscrit sur de la durée. Donc petit à petit, voilà, le temps a fait qu'ils ont été plutôt persuadés de l'approche de la SIC, de la coopération, du travail, par l'action, en fait, par les travaux aussi, ça a montré, ça a donné de la confiance, notamment engager des travaux colossaux au niveau de la toiture, au niveau du patrimoine, c'est quelque chose au niveau du territoire, au niveau des politiques, au niveau des habitants, au niveau de l'association propriétaire qui marque et qui nous inscrit sur le territoire. Donc ça est dans un projet. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. La relation après qui est, on va dire, dans les freins, ça va être la relation aux financeurs. Hein. Frédéric, il l'a expliqué tout à l'heure. C'est comment on arrive à les convaincre. Société coopérative d'intérêt collectif, quand on est arrivé en 2014 à la région, on est passé, pour vous donner une idée, et c'est des freins, quand on s'est inscrit en tant que SIC à la au tribunal, au greffe, on est sorti en société civile immobilière, SCI. Après, on est sorti en SA, parce qu'on est une SA, une SIC SA. On est sorti en société agricole. Donc, on était tous à la MSA. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans les ordinateurs, que ce soit au greffe, que ce soit dans les banques, que ce soit aux impôts, le SCIC n'existe pas et n'existe toujours pas aujourd'hui dans la nomenclature. Donc en fait, du coup, c'est des freins. Ça, c'est des choses qui nous ont pris beaucoup de temps. Et du coup, il faut expliquer aux financeurs, aux administrations, c'est quoi l'objet de notre projet, une entreprise à but non lucratif ou peu lucrative, mais du coup, ça dérange. Donc ça, c'est du temps. J'en profite que tu parles des financeurs. Dans ton explication, il y avait une question aussi de Cécile Malo tout à l'heure dans le déroulé. Oui. Est-ce que vous captez des fonds privés au titre du mécénat avec un statut SIC et si c'est le cas, comment vous réussissez ? Non, pas du tout. Vu qu'on n'est pas éligible, on n'a pas le droit aux subventions, on n'a pas le droit aux fondations. Alors ça fait partie d'une des réflexions du projet qui prend du temps aussi. Ça fait, on va dire,
parce qu'on s'aperçoit, nous, on a des parties au niveau de l'activité, notamment, on a une activité économique, c'est ce qui permet de générer de l'économie. On est parti à 1 équivalent temps plein il y a 10 ans. On est aujourd'hui 8,5 équivalents temps plein sur la structure. On a des retombées sur le territoire économique de plus de 500 000 euros, entre 500 et 800 000 euros sur les producteurs, sur les activités de service, sur de l'hébergement. Nous, on a 50 lits, souvent on a 100 personnes quand on reçoit les collectifs. On remplit tous les gîtes et les chambres d'hôtes de la vallée. Donc du coup, une des réflexions qui est posée sur la table là et qui prend du temps aussi, c'est de se dire… on a des jardins qui sont ouverts au public, un jardin ethnobotanique avec 300 variétés de plantes. Il y a plein de gens qui viennent. C'est utilisé par les entreprises locales de plantes, vu qu'on est dans la première vallée productrice de plantes de France. C'est utilisé par des professionnels, par les habitants viennent voir. Il y a des ateliers, il y a une personne en convention qui fait des ateliers autour des plantes, qui fabrique des baumes, des sirops, qui développe son activité sur le lieu, qui est en convention avec nous. Elle a un commodat avec nous. Elle fabrique, elle fait pousser ses plantes, elle les transforme, elle les vend à la boutique. Donc vraiment circuit court. Mais on s'est dit pour valoriser ces parties qui ne sont pas économiques comme la culture, comme pour répondre à la question de, je crois que c'est Cécile tout à l'heure, on réfléchit nous à créer une association en parallèle de la SIC, comme on avait l'association des Amis du Monastère, et qui gérerait peut-être toute la partie non lucrative du projet, non économique, et qui nous permettrait d'aller chercher à la fois des fondations et des mécènes. Voilà. Après, nous, ce qui est important, c'est d'avoir au niveau du capital social, c'est de monter en charge en termes de sociétaires. Aujourd'hui, on a un objectif de passer les 200 et peut-être des sociétaires qui sont sur un autre volet, vu qu'on a plusieurs collèges entre des personnes morales et des personnes physiques, peut-être des sociétaires qui ont plus un impact territorial plus important. Voilà, ça fait partie des choses. Les producteurs deviennent de plus en plus sociétaires du projet. Comme je disais, les groupes tout à l'heure. Donc ça fait partie des choses. Mais aujourd'hui, effectivement, fondation mécène, et on en a besoin. Donc on réfléchit à ça. Pour revenir aux freins, un des freins que l'on a eu aussi, c'est nous, on l'a subi en tant qu'activité touristique, d'hébergement touristique. C'est avec le Covid. Bon, je pense que sur le territoire national, ça a été quelque chose. Voilà, tout le monde a été touché, mais nous, on a été fermé quasiment 2 années, donc avec une perte sèche d'activité, pas d'aide ou très peu. Avec un objectif final, c'était de sauver les emplois, c'était de préserver les équipes, sachant qu'on est 3 à l'année en CDI, et les autres, c'est des grands CDD, on va dire, de 8 à 9 mois. Et c'était de s'assurer qu'on puisse redémarrer. Donc c'est très compliqué aujourd'hui, plus l'inflation qui est derrière. Donc effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir engager des nouvelles phases, et on en a des phases d'investissement, il a fallu être créatif. On en a parlé, Marie-Hélène. Notamment, on a mis en place il y a 3 ans en Assemblée générale, on a voté le projet de transition énergétique du projet, c'est-à-dire on a dit il faut avancer, on est sur une chaudière fuel, on est en termes d'isolation c'est pas bon, c'est un vieux bâtiment. Donc là on a trouvé des moyens. Alors c'est pas des mécènes, c'est pas des fondations, mais on a travaillé avec d'autres SIC et on a fait du montage en fait financier avec eux, et notamment une SIC qui s'appelle 10 Watts qui est basée à Die. On est parti sur du tiers financeur. Donc là, c'est un montage. En fait, nous, au niveau de la structure, on n'avait pas les moyens d'investir sur un changement énergétique de production de chaleur. Et avec eux, on a travaillé avec eux, et en fait, c'est eux qui ont investi parce qu'ils ont du coup des appuis plus importants avec la Banque des Territoires, avec à l'échelle même européenne. Et du coup, en fait, ils ont financé le projet, et nous, on leur loue de la chaleur. On a fait la même chose sur la production d'énergie photovoltaïque, production électrique,
qui nous couvre aujourd'hui 20% avec une entreprise, une SAS qui s'appelle Acoprev, où on est membre de gestion de ce collectif-là, et ça réunit 6 villages de la vallée, et l'objectif, c'est en 2035 d'être en autonomie énergétique sur ces 6 villages. Donc là, on déploie des systèmes de production photovoltaïque sur des structures agricoles essentiellement, et là, nous, sur le monastère, via des ombrières, via une salle annexe, qui va nous permettre d'être en autonomie d'ici quelques années, et après de faire l'autoconsommation collective, de redistribuer cette énergie sur le territoire. Et nous, par exemple, on n'a pas investi du tout parce qu'on n'avait pas les moyens sortant du Covid. Et en fait, c'est Acoprev qui a investi, et il nous loue de l'économie d'énergie. Voilà, c'est des comme disait Frédéric tout à l'heure. C'est des montages un peu techniques et novateurs pour réussir à trouver les solutions et lever les freins du financement finalement. Voilà, exactement. Donc ça c'est des freins, mais à la fois ces freins, ça veut dire qu'on prend du temps. On se met autour de la table. Alors, le Covid nous a fait beaucoup de mal, mais ça nous a permis aussi, moi, pendant le Covid, d'avancer de se dire comment il faut qu'on soit inventif, il faut qu'on soit créatif. Et je pense que c'est un peu la force de la coopération là-dedans, de trouver peut-être des nouveaux systèmes et de pouvoir les faire valider aussi. Donc, on est sur cette réflexion-là sur les années à venir, sur des projets qui sont assez conséquents sur le lieu. Et aujourd'hui, clairement, hormis augmenter le capital social, on n'a pas les moyens économiques, vu qu'on est très fragile, mais on va trouver ces solutions. Ça, j'en doute pas. Et c'est en allant voir ce qui se passe ailleurs sur les pratiques, sur de l'apprenant et sur du temps et sur de l'échange. Juste avant de passer j'ai répondu. Oui, c'est parfait. Mais juste une dernière question de Cécile Malo avant de passer la parole quand même à Noémie, parce qu'elle a encore aussi beaucoup de choses à nous raconter. Est-ce que l'association pourrait être sociétaire de la SIC et articuler les deux outils juridiques? C'est l'idée de la création de cette association. Voilà, oui, alors du coup, il y a beaucoup de montages. Il y a beaucoup de SIC qui s'organisent comme ça maintenant. Je l'ai notamment vu avec Monsieur Alfandéry. On en a discuté quand il est venu nous rencontrer. Il nous a dit, mais c'est un montage qui existe. Et il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, créer une association pour appuyer une SIC, mais il faut qu'elle ait un objet, cette association, et qu'il soit bien défini, bien clair. Mais effectivement, je pense qu'elle pourrait être sociétaire sans pour autant qu'il y ait de conflit d'intérêts. Voilà, parce qu'il y a beaucoup cette notion. Cette notion, elle revient énormément sur le conflit d'intérêts dans une société coopérative, sachant que nous, par exemple, les sociétaires, ils n'ont pas de rétribution, nous, sur notre SIC, contrairement à Descope. Donc, ça pose beaucoup de questions aussi, tout ça, mais ça fait partie des différences et de la communication et de l'essaimage qu'on essaye de mener là-dessus en disant, il y a des systèmes, on peut être créatif, il faut avancer dessus. Et l'association, je pense que c'est une solution. Et c'est un travail au niveau du CA qui est aujourd'hui en cours, et il y a beaucoup de gens qui freinent. Et voilà, on essaye d'avancer, on va trouver des consensus, on va trouver la solution ensemble. Merci à toi. Je voyais Noémie réagir. Peut-être qu'elle a une réponse à cette question de conflit d'intérêts. Et donc, je vais passer la parole à Noémie. Si d'abord tu veux répondre à cette question, puis ensuite nous expliquer, toi, au sein du projet que tu diriges et que tu coordonnes, mais que tu étudies aussi à travers les travaux de recherche. Quels sont les freins et est-ce que le temps amène que des freins? Parce qu'il y a des freins à la réalisation du projet. Et est-ce qu'à l'inverse, le temps long permet de faire avancer le projet? Oui, je vais tout de suite rebondir là sur ce que disait Frédéric et sur les difficultés dans lesquelles, les questions que ça pose, cette question du conflit d'intérêts. Là, je vous partage vraiment un de mes premiers résultats de recherche dans le cadre de ma thèse. C'est celui des gouvernances croisées. Vraiment, c'est un phénomène qui a déjà été observé, qui a déjà été observé, qui se pratique, et je suis certain que tous dans nos expériences respectives, finalement, on l'a vu pratiquer. Ça a notamment commencé à être discuté, illustré dans les travaux de Javier Ichaina et Daniel Demoustier, ils ont fait une étude sur le PTCE Sud-Aquitaine en 2018.
ils ont commencé à essayer de modéliser ça, les gouvernances croisées dans un pôle de coopération économique, et leur emboîtant le pas, j'ai creusé cette piste-là, notamment justement pour répondre à cette question des conflits d'intérêts. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêts quand les administrateurs et ou directrices de structure A participent à la gouvernance de B, participent à la gouvernance de C, qui participent elles-mêmes à la gouvernance de B et de A, quand à eux tous, ils forment un écosystème qui cherche à aller dans le même sens et qui sont complémentaires entre eux et qui portent un projet politique commun. En fait, ce dont je me suis aperçue, c'est que non seulement ils ne se sont pas privés de le faire, donc entre des coopératives, des SCI, des associations, non seulement ils ne sont pas privés justement d'avoir des interconnexions fortes dans les gouvernances des uns et des autres, ils l'ont aussi fait dans les dirigeances, c'est-à-dire que certains d'entre eux partagent des co-directions à travers des unités économiques et sociales. Donc, ils vont partager des espaces vraiment dédiés au dialogue social. Ils vont organiser leur dialogue social au sein de leur structure pour qu'il y ait cet entrelacement entre différentes structures. C'est le cas entre la coopérative idéale, la recyclerie Nord-Atlantique dont je vous parlais, et puis l'assaut d'insertion Accès Réagi, ce qui nous permet d'avoir, par exemple, un CSE commun, ce qui nous permet d'avoir des avantages d'une entreprise de plus de 200 salariés, ce qui ne serait pas le cas si la coopérative était toute seule. C'est une coopérative, c'est une SA coopérative loi 47. On est 11,38 ETP pour 17 salariés. Donc, autant vous dire qu'on n'a pas accès aux mêmes droits en tant que salarié que si on fait partie qu'on est considéré comme une structure de plus de 200 salariés. Ce qui est le cas en unité économique et sociale. Bref, c'est un détail, mais c'est pour dire qu'eux ne se sont pas empêchés de faire ces croisements de gouvernance. Ce qui a été un frein plutôt, c'est comment est-ce que c'est perçu, comment ce tissu très dense est perçu à l'extérieur, et notamment, l'autre Frédéric a légèrement mis le pied dans la porte avec ça en parlant de montrer patte blanche plutôt que vert ou rose. C'est la question de la relation aux collectivités, puisque ces écosystèmes d'acteurs, ceux à qui ça pose majoritairement problème, ce sont les collectivités locales qui le voient, et pour avoir interrogé des élus et des acteurs, donc vraiment, et puis des partenaires un peu extérieurs qui organisent les réseaux d'économie sociale et solidaire extérieurs, il y a une peur de se marcher sur les plates-bandes réciproques, notamment puisque les collectivités sont en concurrence avec les porteurs de projets pour les financements qui ont rapport avec le développement du territoire, que ce soit sur le réemploi, que ce soit sur le développement agricole, que ce soit sur la gestion du patrimoine. Il y a beaucoup de sujets partagés, et la problématique qui ressort le plus, c'est qu'effectivement, il y a deux problématiques par rapport à la gouvernance. Celle où les collectivités se méfient de ces structures aux gouvernances multiples et multi-acteurs et ne s'y insèrent pas, ou très peu. Très rares finalement sont aujourd'hui les SIC. Je crois qu'il y a moins de 50% des SIC aujourd'hui qui accueillent un représentant de collectivité territoriale en leur sein. Et les SIC n'ont pas connu le développement qu'elles étaient censées avoir au regard de la pertinence de ce qu'elles apportent sur un territoire en termes de démocratie et de développement territorial. Donc ça, c'est une vraie question. Et de l'autre, moi, je constate une vraie, au-delà de méfiance, c'est une vraie défiance de la part des acteurs envers notamment les collectivités territoriales, qui restent des financeurs et des partenaires essentiels sur le portage de projets, sur le financement de projets, mais qui, d'un autre côté, notamment sur les petites collectivités, donc à l'échelle de la commune, sont potentiellement des acteurs trop versatiles pour créer le lien de confiance, puisqu'il y a trop de turnover. Trop de turnover, que ce soit, c'est ce qui est mis en avant, c'est la question du turnover des élus. C'est difficile de s'engager sur des projets. Là, moi, je vous parle d'une continuité de projet qui est sur 30 ans. Quand on est sur des roulements entre 6 et 7 ans pour des élus, où le lien se crée aussi beaucoup avec des agents,
plutôt qu'avec des élus. Et donc, selon les bascules, eh bien, tout d'un coup, on va avoir une très bonne relation politique et puis plus du tout. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc ça constitue un frein majeur. Et il y a une présomption d'inhonnêteté, de malhonnêteté dans le fait qu'il y ait potentiellement de l'ingérence les uns dans les autres. Alors qu'en fait, nous, ce qu'on constate, c'est plutôt qu'il y a une continuité dans la durée parce qu'il y a des gouvernances croisées. Et ces gouvernances croisées permettent de penser et de partager le risque. D'ailleurs, ce qui m'interroge, Frédéric Sauvage, dans ton intervention, c'est comment on est passé de 4 coprésidents à une structure SIC où, du coup, ces 4 coprésidents, que sont-ils devenus? Ça m'interroge beaucoup. Puisque nous, on se pose la question, par exemple, en tant que coopérative de la coprésidence, on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Et donc, ça nous embête parce qu'on aimerait plutôt monter, on a déjà de la codirection, mais on aimerait monter à de la coprésidence aussi pour partager les risques et aussi favoriser ce tissu, cette prise de risque commune, ce que je disais au tout début de mes interventions, là, cette équipe entrepreneuriale, en fait, qui fonctionne en dehors de la structure de rattachement qu'ils ont, puisqu'ils vont, l'effet produit dépasse la somme de chacun. C'est le but de la coopération, d'ailleurs. C'est l'idée même de la coopération. Donc, dans ces freins, effectivement, la question de la confiance, la question de la relation aux collectivités, la question de la culture de gouvernance, au sens où, effectivement, ça, c'est plutôt partagé par les acteurs associatifs lors de mes enquêtes, qui partagent aussi le fait que quand on est administrateur ou même salarié d'une structure, notre identité est extrêmement liée à cette structure et on a du mal, on a de la résistance à vouloir se mélanger avec une autre, aussi proche soit-elle. Et cette proximité organisationnelle, géographique, si certains voient le bénéfice de la jonction des deux, voire du mélange des deux, eh bien, il y a une forme de résistance au changement qui est faite, puisque pas facile. Parfois, on a besoin de savoir chez qui on est, dans quelle chapelle on est, pour se sentir bien et pouvoir travailler ensemble. Donc ça peut amener de la confusion. Nous, on a des... en train de dire, pardon, ce que tu es en train de dire, Noémie, c'est qu'en fait, on est vraiment dans des personnes qui s'engagent dans le monde associatif. Il y a une forte appartenance à une structure, mais il n'y a pas encore l'enjeu de se voir appartenir à ce système de coopération à l'échelle du territoire. Le passage de l'un à l'autre est complexe. Oui, il est très complexe. Il est très complexe et en fait, on le voit aussi chez les financeurs qui demandent toujours, au final, je veux parler à une seule tête. En fait, et c'est là où moi, mon approche dans la recherche, elle était initialement essentiellement en gestion management et en fait, elle s'est transformée en sciences humaines d'une manière générale, c'est-à-dire que j'ai été obligée d'amener de la psychologie sociale pour aller comprendre les biais cognitifs qui, justement, freinent ça. On a des biais cognitifs c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure, on a besoin que ce soit simple, c'est la dictature de la simplicité. Or, un écosystème est complexe. Donc, on va vouloir toujours simplifier, vouloir vendre quelque chose de simple, des idées simples qui ne peuvent pas l'être dans leur fonctionnement. Ça ne peut pas l'être, ça ne peut pas être simple. C'est la complexité qui donne la résilience parce que, c'est bien parce qu'il y a plusieurs structures, qu'elles sont complexes, qu'elles se sont construites chemin faisant, donc à travers l'épreuve, qu'elles sont renforcées à travers l'épreuve de l'expérience, qu'elles sont résilientes, résistantes, voire robustes. Cette robustesse, elle se fait à travers le temps. Elle est complexe, mais elle nécessite les biais cognitifs qui nous amènent à vouloir voir les choses simplement font que on a envie qu'il n'y ait qu'une seule personne qui s'adresse à nous, font qu'on a envie que ce soit simple à expliquer et facile à dire, que on accepte, par exemple, le fait d'accepter de ne pas avoir toute l'information. Et donc, le fait de lâcher du pouvoir, l'information, c'est du pouvoir sociologiquement. Donc, le fait de ne pas tout savoir de ce que les autres font, de comment est-ce qu'ils s'engagent, etc. Donc, être acteur d'un écosystème et faire confiance par rapport à tout ce qu'on ne sait pas qui se passe et qui concerne quand même notre écosystème, c'est aussi un frein. C'est aussi un frein parce qu'on a du mal rares finalement sont les personnes dans un écosystème. Frédéric, j'imagine que dans ton écosystème, finalement, j'imagine, je te pose la question, qui sont les personnes qui possèdent la vision globale et l'histoire de tout ce qui s'est passé et notamment aussi le capital coopératif, c'est-à-dire tous les liens qui ont été créés, chez qui est-ce qu'on peut aller voir et pas voir parce qu'à un moment donné, ça a été compliqué, avec qui c'est plus facile, etc. Tout ça, finalement,
c'est très compliqué à transmettre. C'est très compliqué à transmettre. Cette transmission, nous, par exemple, cette recherche, la recherche que je mène, elle est dans un choix stratégique des structures de se dire, on a notre fondateur qui part à la retraite, il a construit beaucoup de choses, comment on fait pour le transmettre? Et ils se sont dit que la recherche était un espace pertinent pour faire ça. Ça aurait très bien pu être un travail collectif sur écrire la BD de notre récit collectif. Il y en a qui l'ont fait. Je pense à la communauté, par exemple, qui était sur ce qui est devenu une SIC, aujourd'hui, qui est en Vendée, où il y a eu un collectif d'habitants. Ils ont vécu en communauté, etc. Et ça a suivi son cours. Et ils ont construit. Il y a eu une BD qui est sortie dessus. Le format BD sort beaucoup là-dessus. Bref, c'est l'histoire de la mise en récit, de la capitalisation de l'existant et de la transmission de l'existant. Elle est essentielle en fait aussi, et c'est aussi un frein dans la continuité de la coopération, c'est comment est-ce qu'on organise la transmission des liens coopératifs et la transmission des savoirs coopératifs et des histoires, celle du territoire, celle des habitants, du processus par lequel leur identité a été bouleversée, ils ont bouleversé l'identité de leur territoire, etc. etc. Donc, ça fait... Je suis un peu partie tous azimuts parce que ça m'a tellement emballé cette histoire d'ingérence que voilà, mais c'est tellement prégnant, enfin c'est tellement, ça illustre tellement bien des peurs. Un des freins majeurs à la coopération, c'est la peur. La peur et la confiance, mais dans ce que tu dis, moi je pense qu'on est plusieurs à se retrouver dans ces enjeux. Effectivement, on avait un webinaire sur la capitalisation. Et là aussi, ça rejoignait le temps parce qu'on manque de temps et de moyens pour capitaliser et transmettre l'information. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que les projets ont de la difficulté à avancer ou tournent en rond parce que quand tu as du turnover, et ben, effectivement, tu as souvent une perte d'infos, une perte de liens partenarial parce que c'est souvent une personne qui fait ces liens-là, etc. quoi. Tout à fait. Est-ce que, je ne sais pas si tu voulais les réponses de Frédéric, du coup, ou si tu as d'autres choses à dire? Oui, alors je vais répondre rapidement. En fait, tu as posé plusieurs questions, donc ça pourrait prendre du temps, mais juste pour dire, par exemple, sur un projet comme celui-là, quand on est passé d'association à SIC, on a de la perte en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on a basculé de l'associatif à la coopération, il y a des gens qui ne s'y sont pas retrouvés parce qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est des peurs, encore une fois, comme tu dis, c'est des peurs. Donc ça, c'est clairement, on a perdu donc de la coprésidence des 4 coprésidents, on ne pouvait pas l'être en SIC. Et il s'est trouvé paradoxalement qu'au moment du Covid, on pensait qu'au moment du Covid, on allait être épargné grâce à la coopération de toute l'arrivage, de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Et ben non, on l'a pris en plein dedans, en interne, et ça a touché beaucoup de personnes. Et notamment, il y a eu un départ de la personne qui était présidente, qui était une collègue aussi, qui était salariée avec moi, et qui est partie. Et on s'est retrouvé dans une situation sans présidence. Et donc, nous, on a décidé de faire une coprésidence. Sauf qu'en SIC, on n'a pas le droit. C'est interdit, on a le droit d'avoir un président ou une présidente. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Et nous, on a envie de bousculer un petit peu ça, d'aller chatouiller les lois et les règles. Bon, sauf qu'aujourd'hui, le greffe du tribunal, depuis 2 ans, nous bloque parce qu'ils ne veulent pas nous valider. Donc, on a revu notre copie, mais aujourd'hui, on est toujours bloqué. Donc, voilà, c'est des freins, Marie-Hélène. Ça fait partie des freins parce qu'on essaye d'innover, on essaye d'être créatif et surtout de proposer des choses qui correspondent à nos besoins et à la réalité de nos projets humaines et de fonctionnement. Donc ça c'est une chose. La deuxième question que tu me posais, c'était quoi, Noémie? Que tu voulais une réponse? Non, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont partis parce qu'on est passé en coopérative et parce que l'approche coopérative était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. On les a amenés à se former sur notamment des formations Bienvenue en SIC, Bienvenue en Scope et des choses comme ça. Et c'est des gens qui reviennent aujourd'hui et qui disent « Ah oui, j'ai compris ». Et effectivement, c'est pas les mêmes modes de décision, c'est pas la gouvernance, elle est complètement différente. Mais du coup, on est sur des actions croisées avec d'autres cycles. Donc du coup, il y a un maillage territoire et du coup, on s'y retrouve et ça nous permet.
tu disais tout à l'heure, le temps, en fait, ce temps-là, en fait, il est important parce que ça nous permet aussi de revisiter nos projets et de revoir comment on va se réorganiser en fonction des acteurs du territoire présent et avec qui on est proche. Mais par contre, on trouve qu'on a un décalage de plus en plus présent avec les collectivités dans nos approches et dans nos réflexions. Ouais. Hein, merci. Juste, il est 31, donc je fais attention, mais la question qui avait été posée par Noémie, je l'ai retrouvée. C'est l'enjeu de la transmission au sein de la structure. Et donc, qui au sein de la structure possède, depuis les fondateurs jusqu'à aujourd'hui, l'histoire du projet et des partenariats. D'accord. Alors, rapidement, en deux mots, nous, par exemple, il y a 2 ans, on a fait un séminaire sur la transmission coopérative ici. L'année d'avance, elle avait été faite à Ardelaine et il y avait Manucop, Copanam, on était à peu près 18 coopératives sur cette question de la transmission, que ce soit de gens qui partent, que ce soit de gens qui n'arrivent pas à partir. Dans une coopérative, ça existe aussi et ça peut être un frein au développement et à la prise en main du projet. Et du coup, on a travaillé là-dessus et notamment, je sais que la Cabestan, que vous connaissez sûrement autour de la construction, qui est une CAE, est en train de travailler sur un jeu autour de la transmission. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un outil. L'idée, c'est qu'il y a un outil qui soit intéressant. Et nous, à travers ces ateliers autour de la transmission, l'idée, c'était de faire des récits. Et tu en parlais tout à l'heure, Noémie. Et nous, par exemple, pour les 10 ans, on est en train de travailler sur un récit. C'est quoi l'histoire de la SIC? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans? De manière à ce que quand on va partir ou quand une autre personne va partir, qu'on puisse malgré tout transmettre, même si les gens après ils vont appréhender le projet à leur manière. Mais effectivement, la transmission, c'est un vrai enjeu et ça peut être des enjeux. On voit des structures qui sont, nous, coopératives en difficulté sur ces histoires de transmission et ça les fait un peu boiter. Donc, il y a un vrai travail, c'est un vrai sujet, la transmission. Il faut l'anticiper, il faut en parler. Nous, et je crois que les écrits et les récits sont assez importants là-dessus. On va préparer un fouillet pour les 10 ans, par exemple. Voilà. Merci Frédéric. C'est pour ça qu'on avait fait un 3e webinaire sur ce sujet. C'est la fin. Je ne sais pas si Noémie, tu voulais rajouter une dernière phrase avant que je passe la parole à Michael et que je vous remercie pour vos contributions. Non, oui, du coup, parce que sinon je me tairais. Mais en tout cas, merci Frédéric pour tes réponses. Effectivement, c'est vrai que, comme je disais, nous, effectivement, ça a été anticipé, cette question de la transmission. Entre l'anticipation et la réalisation, il y a l'humain. Donc, forcément que sur les questions de comment on fait pour partir, comment on fait pour arriver, c'est encore une autre paire de manches. Mais c'était pas le sujet de ma recherche, mais ça pourrait le devenir pour la suite. Effectivement, nous, la bascule, ça a été celle de la recherche-intervention qui permet, telle qu'elle a été organisée, permet cette mise en récit. Nous, on a travaillé notamment à travers le format exposition. Pour faire de la transmission, les 30 ans de la coopérative, des choses comme ça. Donc, c'est simplement pour dire à celles et ceux que ça intéresse que ces supports peuvent être retrouvés sur notre site internet de la coopérative idéale. Voilà, il y a le support de l'expo et puis qui a un contenu plus vulgarisé que la thèse ne sera. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on ira les chercher, puis je dis ça sous le contrôle de Michael, mais de les transmettre parce qu'effectivement, je pense que c'est de la matière hyper intéressante pour nous tous et toutes. Moi, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir vraiment partagé ce riche contenu qui est hyper enseignant et qui nous conforte aussi dans certaines réflexions. Et je vois, moi, j'accompagne des territoires qui ne sont pas tous au même niveau d'avancée. Et du coup, j'aurais presque envie de continuer les discussions avec vous pour venir nourrir nos réflexions. Merci à vous. À toi, Michael. Merci bien. Merci à tous les intervenants et les intervenantes. Du coup, on a eu en tout 9 intervenants sur les 3 webinaires et intervenantes
qui ont pu participer aux 3 sujets. Je remercie aussi Céline Coubard qui est au webinaire, qui, elle, du coup, est référente du chantier 4 et qui a justement construit un peu toute la stratégie avec le groupe sur l'ensemble du chantier. Et je relie juste, pour le relier, la question du temps avec la démarche des chantiers, donc qui est toujours en cours. Et donc le 27 mars, on fera une restitution, on vous invitera tous, une restitution un peu avec les outils et qu'est-ce qui est ressorti de tous ces chantiers-là. Une démarche dans le temps et qui est aussi possible grâce aux contributions volontaires, notamment par exemple de Marie-Hélène, où on a eu quand même pas mal de personnes qui ont participé et contribué à ce que la démarche fonctionne, malgré que du coup on ait eu des budgets plus restreint que ce qu'on espérait sur l'ensemble de la démarche, et notamment avec tous les freins que vous avez appelés et abordés dans ce webinaire et sur les autres temps. Donc voilà, on continue et il y a tout un chantier autour du plaidoyer et du coup de comment peut-être on valorise mieux les démarches de coopération, notamment auprès des financeurs, mais aussi globalement sur les territoires.